Bienvenue pour cette quatrième session de l'édition 2022-2023 des nouvelles pratiques philosophiques. Alors, nous accueillons aujourd'hui Anne-Sophie Caillé. Anne-Sophie Caillé qui est docteur en didactique des langues et des cultures, enseignante de français, langue étrangère et seconde, et qui a mené une recherche action dans l'Académie d'Aix-Marseille sur la pratique philosophique avec les élèves allophones. Voilà, Anne-Sophie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Frédéric pour votre invitation d'abord. Je suis très contente d'être là, de pouvoir partager mon travail avec vous. Merci aux personnes aussi qui sont connectées, d'être présentes. Alors d'abord, je voulais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous féliciter aussi pour le Geniali, qui est vraiment génial, qui existe donc depuis 2019 et qui, moi, m'a permis aussi d'aller voir aussi en replay les autres interventions. Et je suis donc très contente de m'inscrire dans cette belle lignée. Et moi, je vais, donc, comme vous l'avez dit en introduction, parler d'une expérience tout à fait particulière qui est la pratique philosophique en classe de français langue étrangère et seconde que j'ai expérimentée pendant ma thèse. Alors, je vais partager mon écran. Donc, ma présentation, elle s'intitule Philosophie avec des élèves allophones et j'ai ajouté le sous-titre Qu'est le dialogue interculturel, puisque c'est quand même un point qui est très important et qui est même central dans mon travail et dont je vais longuement parler. Donc, en introduction, pour situer tout de suite d'où je parle, moi je me suis intéressée à la philo pour enfants seulement à partir de 2015 lors de mon master et puis pendant ma thèse en didactique des langues et des cultures. Donc mon champ disciplinaire, c'est celui de l'enseignement des langues et plus précisément de l'enseignement du français langue étrangère et seconde que j'enseigne depuis une vingtaine d'années. Pendant ces 20 ans, il y a une dizaine d'années qui a été passée dans le secondaire, auprès d'élèves nouvellement arrivés en France, donc c'est-à-dire des élèves allophones, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas le français comme première langue et qui sont sur le sol français depuis moins de 2 ans. Donc actuellement, même si j'interviens encore ponctuellement dans ces classes, je suis désormais enseignante de français langue étrangère au service universitaire des langues à l'université d'Aix-Marseille et c'est dans ce cadre que je poursuis la pratique philosophique de façon hebdomadaire avec des étudiants internationaux et donc depuis 2 ans, j'ai introduit dans notre DU, notre diplôme universitaire de langue et de culture française, un cours qui s'intitule Pratique philosophique et interculturelle. Actuellement, je suis également rattachée au laboratoire DILTEC, Didactique des langues, des textes et des cultures, à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai soutenu ma thèse. Aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle organisé par Canopé, je vais essentiellement parler de ma recherche-action doctorale pendant laquelle j'ai atelier des ateliers philo dans le secondaire. Mais voilà, donc ce que je voulais souligner aussi en parlant de ce cours que je dispense actuellement en pratique philosophique et interculturelle, c'est le fait que ces 2 adjectifs pour moi sont vraiment indissociables et que je les ai associés du coup dans l'intitulé de ce cours et c'est assez central puisque c'est en fait au cœur de ma problématique de départ quand j'ai initié mon travail de recherche. Donc même si mon travail il porte sur un contexte vraiment marqué par une forte hétérogénéité linguistique et socioculturelle, je crois néanmoins qu'il met aussi un coup de projecteur sur des enjeux qui existent dans d'autres contextes plus ordinaires. Et d'ailleurs, le dialogue interculturel est l'une des ambitions de la chaire UNESCO de philosophie pour enfants, qui le met en avant dans son intitulé, Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. C'est donc un élément important et qui est particulièrement visible, évidemment, dans des classes qui accueillent les élèves allophones nouvellement arrivés. Mais en didactique des langues et des cultures, et je dirais plus généralement en sciences de l'éducation, c'est une dimension dont on entend souvent parler
mais qui en fait est rarement défini, si ce n'est comme le dialogue des cultures, un dialogue des cultures, mais ce qui n'est pas exactement la même chose. Et cette manière de l'appréhender tend du coup à simplifier la culture en une sorte d'entité stable, ce qui est largement remis en question par l'anthropologie. Donc la mise en pratique de ce qu'on appelle le dialogue interculturel, moi ici que j'associe au plurilinguisme, pose en fait des questions complexes d'ordre pédagogique, éthique et je dirais même politique. Donc je voudrais mettre en lumière ces questions-là, d'abord parce qu'elles justifient en grande partie ma démarche et ensuite parce qu'elles ouvrent, je crois, aussi des possibilités d'enrichissement de la pensée. Je vais y revenir. Voilà, donc dans mon exposé, j'ai choisi donc d'insister sur les spécificités de mon approche en faisant un focus sur l'interculturalité et également sur les dimensions performatives et interprétatives de mon dispositif de pratique philosophique. Donc avant d'arriver à l'analyse d'exemples concrets, je voudrais prendre un temps assez important, mais que je crois nécessaire pour faire un point théorique, pour bien comprendre ma démarche et la réflexion qui m'a fait cheminer petit à petit vers ce que j'appelle aujourd'hui une pratique philosophique en langue et en langage. Dans un premier temps, je vais commencer par décrire rapidement la situation d'enseignement-apprentissage dans laquelle je suis intervenue pendant ma recherche-action et expliquer en quoi elle pose la question de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ensuite, je prendrai le temps de faire un point critique et théorique sur ce qu'on appelle l'approche interculturelle et j'espère que cela éclairera mon choix de pratiquer la philosophie à partir d'un protocole qui va tenter de favoriser les dynamiques performatives et interprétatives. Et enfin, je terminerai par la présentation très concrète de ce protocole pédagogique et par l'analyse de plusieurs réalisations que je trouve assez significatives de mon propos. Donc, comme je l'ai dit, mon champ d'action et de recherche, c'est celui de la didactique des langues et des cultures, et plus précisément le contexte de l'enseignement du français en situation plurilingue et interculturelle. Donc ça a d'abord été un contexte professionnel avant d'être un terrain de recherche, puisque j'ai exercé, comme je l'ai dit, pendant une dizaine d'années dans ces structures qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'elles ont eu beaucoup de noms, mais aujourd'hui on les appelle les UPE2A, donc les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants. Moi j'ai exercé dans le secondaire, donc au collège. Ce sont des dispositifs qui accueillent des adolescents, donc comme je l'expliquais, qui ont une autre langue que le français et qui viennent d'arriver en France. Les conditions d'enseignement-apprentissage dans ces UPE2A sont particulièrement tendues pour un certain nombre de raisons. D'abord, au collège, les élèves peuvent avoir entre 12 et 16 ans et ils arrivent à n'importe quel moment de l'année, parfois dans des dispositifs qui sont en plus assez surchargés. Ce sont des élèves qui viennent vraiment de partout dans le monde et qui ont des parcours scolaires et socio-biographiques extrêmement variés, mais aussi parfois extrêmement difficiles. Donc malgré tous ces facteurs qui rendent la situation complexe, ces élèves doivent d'emblée relever un très grand défi avec leurs enseignants, puisqu'on leur demande en une seule année scolaire, éventuellement 2 ans s'ils n'ont pas été scolarisés antérieurement, d'être capable de quitter le dispositif UPE2A pour suivre l'ensemble des cours en classe ordinaire. Donc cette situation d'urgence, ce défi qui en réalité est quasi impossible dans le temps imparti, comme l'ont montré de nombreuses études, va générer par voie de conséquence une forte insécurité chez ces jeunes, souvent à la fois linguistique, sociale et scolaire. Ce qui peut les conduire même parfois jusqu'au mutisme, comme l'ont montré aussi des études en ethnopsychiatrie, notamment celle de Marie-Rose Moreau. Donc il y a une injonction très forte à la maîtrise de la langue française comme prérequis pour exister dans l'espace scolaire et presque au-delà, je dirais. Et ça, évidemment, c'est souvent vécu de façon douloureuse par les élèves, d'autant plus pour ceux qui n'ont pas été scolarisés antérieurement ou qui sont victimes de traumas, puisque l'expérience de la guerre dans ces classes n'est pas rare du tout. Donc, ces adolescents allophones arrivants posent
la question de l'inclusion des publics à besoins particuliers avec une force particulière également. Donc ils sont malheureusement souvent perçus par les établissements comme une difficulté à gérer. Pourtant, même si, évidemment, les dispositifs UPE2A proposent une situation assez complexe, pour enseigner, on pourrait aussi considérer que l'exceptionnelle diversité linguistique et socio-culturelle de ces classes pourrait, au contraire, être considérée comme un apport positif et même offrir la possibilité d'une construction pédagogique nouvelle. Le Conseil de l'Europe promeut d'ailleurs le développement d'une éducation plurilingue et interculturelle qui ne se limiterait pas à un curriculum scolaire, mais qui pourrait aussi se fonder sur un curriculum expérientiel et existentiel. En revanche, paradoxalement, les dernières instructions officielles nationales, qu'on peut retrouver dans la circulaire que j'ai indiquée, elles ne mettent pas du tout l'accent sur ce point. Mais néanmoins, elles apportent une nouvelle notion qui devient centrale d'ailleurs, puisqu'elle fait partie aussi de la loi de la refondation de l'école, elle est réitérée dans cette loi, c'est cette notion d'inclusion. Et moi, j'ai voulu m'emparer de cette notion parce qu'elle est particulièrement intéressante dans le sens où elle propose de se distinguer et même d'inverser le processus habituel qu'on appelle intégration, dans la mesure où ça implique que les établissements s'adaptent à la diversité des besoins de leur public et non l'inverse, qui est en fait que le public s'adapte à une proposition unique pour tous. Donc, en théorie, ce processus inclusif devrait amoindrir l'insécurité des élèves, notamment en accordant une place plus importante à leur langue et à leur parcours socio-culturel, en somme, à leurs histoires individuelles. Mais malheureusement, l'emploi de la notion d'inclusion est souvent restreint à des questions d'accessibilité et signifie simplement qu'un élève suit les cours en classe ordinaire, on va dire, alors qu'il est inclus ou en inclusion. Dans ma recherche, j'ai voulu aller plus loin et essayer d'investir pleinement le sens de ce concept en me demandant comment l'école pouvait inclure cet autre avec son altérité linguistique, socio-culturelle, d'un point de vue humaniste. Ce qui implique évidemment d'interroger la responsabilité, la posture et l'action du praticien. Cette question fondamentale de l'inclusion d'autrui, en contexte d'enseignement-apprentissage du français comme langue seconde, est vraiment centrale dans ma problématique de départ. Et elle va être étroitement reliée à une éthique relationnelle. J'y reviendrai plus tard, mais déjà pour le dire rapidement, cette éthique relationnelle, elle va fonder, être un socle en fait pour la pédagogie interculturelle. Une pédagogie interculturelle qui va tenter de s'écarter de deux tendances, qui est d'abord la tendance culturaliste, relativiste, qui est encore très présente dans les pratiques de classe, et de l'autre côté, à l'inverse, cette tendance qui consiste à être indifférent aux différences, en vertu d'un principe républicain et universaliste, qui, s'il est prôné sans discernement, peut être excluant. Donc ça, je vais y revenir. Donc mon hypothèse de départ, c'est qu'une pédagogie interculturelle au fondement éthique pourrait participer à une meilleure inclusion au sens plein du terme et permettre de lutter contre l'insécurité linguistique, sociale et scolaire des élèves allophones nouvellement arrivés. Donc c'est dans ce but que je me suis lancée dans une recherche-action doctorale pendant laquelle j'ai fait l'expérience de la pratique philosophique en UPE2A. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2020 à l'Université Sorbonne Nouvelle sous la direction de Muriel Molinier. Ma thèse s'intitule La pratique philosophique avec des adolescents plurilingues, pensée en langue dans une perspective interculturelle. Donc, comme je vais vous l'expliquer, en fait, c'est cette analyse critique de la pédagogie interculturelle et puis donc ma volonté d'innover dans ce domaine qui m'a progressivement amenée à m'intéresser à la philosophie pour enfants. Et pour mettre en lumière ce cheminement vers la pratique philosophique, je voudrais donc d'abord prendre le temps de revenir sur la réflexion théorique et didactique qui fonde mon travail et en premier lieu revenir sur ce qu'on appelle l'approche interculturelle. Ceci de manière à ce que vous compreniez sur quoi se fonde le protocole philosophique que je vous présenterai ensuite. Donc l'approche interculturelle,
en didactique du FLE et en sciences de l'éducation. Pour illustrer concrètement la problématique interculturelle à laquelle j'étais confrontée dans le cadre de mon activité professionnelle, je voudrais commencer en vous présentant cet extrait de manuel, un des rares manuels qu'on trouve en français langue seconde et français langue de scolarisation, qui était entrée en matière. Et à la fin des unités pédagogiques, qui par ailleurs étaient très intéressantes, on pouvait trouver des activités dites culturelles, interculturelles, donc décrochées en fin d'unité, et qui avaient une visée vraiment comparative et fonctionnelle, comme vous pouvez le voir. Mais dans la pratique, le caractère vraiment artificiel et je dirais clivant d'une telle démarche m'a très vite dérangée. Les photographies que vous pouvez voir, en fait, elles représentent des situations figées qui sont très limitées et limitantes dans la mesure où elles ne sont pas questionnées, mais au contraire justifiées par des pratiques socioculturelles censées être partagées au sein d'un certain type de communauté. Donc les questions vivent dans le folklore, l'anecdotique, le plat typique, la manière de mettre la table, est-ce qu'on mange avec une fourchette, avec des baguettes, avec les mains? Mais évidemment, ça ne va pas permettre de percevoir la complexité et le dynamisme des rapports sociaux. Les différences ici sont juxtaposées et empêchent une voie du milieu, ce qui illustre d'ailleurs assez symboliquement la question 2.3. À ton avis, pourquoi ces différences existent-elles? Que préfères-tu? Pourquoi? Et donc, la question oblige l'élève à signifier sa préférence. La mise en œuvre de ce type d'activité dite interculturelle prenait concrètement la forme d'une comparaison de cultures, le plat typique devenant vraiment une sorte d'étendard culturel, avec des effets de surenchère entre les élèves, le couscous ou le kebab, enfin voilà, vraiment, on en est là. Et alors les élèves sont contents évidemment d'avoir un espace d'expression personnelle, puisqu'ils en ont rarement, mais ils sont prêts aussi, par l'intermédiaire de cette activité, à sacrifier aussi ce qui fait leur singularité, quitte même à se conformer à leur propre caricature. Les élèves ont alors tendance à hiérarchiser les manières de faire et d'être, et on en arrive parfois même à des formes de revendication identitaire. Donc cette pratique dite interculturelle, donc moi je ne parvenais pas du tout à en infléchir les effets culturalistes et simplificateurs. Du coup, j'ai renoncé à l'exercer de cette manière, à utiliser ces ressources-là. Puisqu'en fait, on avait affaire ici à une confrontation culturelle et non à un dialogue interculturel. Par contre, j'étais tout à fait consciente de mon manque de formation dans ce domaine. Et comme je n'étais pas satisfaite des activités proposées dans les manuels, j'ai voulu me documenter. Mais en fait, ce n'est pas si simple, puisque comme je l'ai évoqué plus haut, l'approche interculturelle, elle est souvent abordée, voire même préconisée, mais rarement définie. Ce qui va malheureusement limiter la démarche à des comparaisons parfois simplificatrices, voire simplistes. Alors pour moi, ce qui a été vraiment déterminant, ça a été la lecture de l'Éducation interculturelle de Martine Abdallah-Pretsey, et qui est un ouvrage fondateur de la pédagogie interculturelle et qui m'a fait réaliser l'écart important qui pouvait exister entre l'esprit de cet ouvrage et les activités que je trouvais dans les méthodes de français langue étrangère et seconde. Mais malheureusement, les travaux pionniers d'Abdallah-Pretsey ne sont pas accompagnés de propositions pédagogiques. Et même s'ils ne sont pas récents, il m'a semblé qu'il restait quand même encore beaucoup de choses à faire en pédagogie interculturelle, que ce soit en classe de langue ou au-delà. Donc ma recherche-action doctorale, elle a d'abord été motivée par le fait d'essayer d'élaborer un dispositif qui tente de mettre en œuvre la démarche interculturelle humaniste de Martine Abdallah-Pretsey. Et j'ai émis l'hypothèse que ça pourrait favoriser l'inclusion des élèves allophones. En fait, l'approche dite interculturelle, basée uniquement sur la comparaison de pratiques culturelles, elle s'est imposée dans les méthodes de langue et dans les pratiques à partir du début des années 2000. Et en fait, c'était une époque qui était vraiment marquée par la volonté de développer l'acquisition de compétences objectivables, capables de trouver leur place dans des grilles d'évaluation. Mais en réalité, on s'est retrouvé face à une approche davantage culturelle qu'interculturelle. À Rambourg avance d'ailleurs
que le cadre européen commun de référence pour les langues, hein, le CECR, qui est un référentiel pour les enseignants de langue, joue vraiment un rôle dans cette situation, car il exclut la dimension interculturelle des compétences communicatives. Ce qui en fait, du coup, ce qui l'inscrit du coup dans une visée plus descriptive que relationnelle. Or, comme explique Martine Abdallah Pretsey, le danger, c'est de réduire l'interculturel à un outil méthodologique, notamment celui de la comparaison, alors qu'il est nécessaire de s'adosser à la philosophie au sens où celle-ci se définit comme une réalité d'expérience et non comme une construction doctrinale. L'abus de comparaison et de l'analogie présente le risque d'accentuer les stéréotypes, voire d'en construire de nouveaux. La perspective binaire, le seul élément stable de la comparaison étant la culture française, accentue le déséquilibre et produit une chosification d'autrui, alors que la volonté déclarée est l'échange et la reconnaissance. L'écueil qui est mis en évidence ici, c'est la conséquence d'une approche qui va se focaliser sur la culture comme critère structurant au détriment de la relation humaine, dont il est évidemment plus difficile d'évacuer la complexité. L'anthropologie, pourtant, met en garde depuis longtemps contre une telle conception des cultures. Celle-ci est largement critiquée dès les années 40. Pour le dire vite, le culturalisme trouve sa source dans la manière d'appréhender les sociétés dites primitives à la fin du XIXe siècle. Les déterminations liées à la nature biologique, donc c'est-à-dire les théories raciales, qui ont été battues en brèche par la science à la fin du XIXe, vont finalement trouver une forme de substitut dans l'idée de nature culturelle qui déterminerait le fonctionnement des individus au sein d'une même société. Cette conception considère donc que les cultures sont des systèmes stables et clos dont les individus héritent un petit peu comme d'un patrimoine génétique. L'anthropologie diffusionniste, au début du XXe siècle, va ensuite proposer de repérer les caractéristiques socioculturelles, donc les pratiques vestimentaires, les schémas familiaux, etc., dont l'accumulation devrait permettre de circonscrire la culture d'une communauté. Cette conception fonctionnaliste et déterministe de la notion de culture, elle influence encore très largement les définitions vulgarisées et courantes du terme culture, et la manière dont on l'appréhende dans notre quotidien. Or, ce découpage de la culture en traits distinctifs, bien stabilisé, il est largement remis en question depuis presque un siècle, à la fois par des courants sociologiques et anthropologiques. Et c'est d'autant plus critiquable aujourd'hui que nos sociétés postmodernes sont de plus en plus poreuses et interconnectées. Déjà dans les années 40, l'anthropologue américain Edward Sapir écrivait que le véritable lieu de la culture, ce sont les interactions individuelles et sur le plan subjectif, l'univers de signification que chacun peut se construire à la faveur de ses relations avec autrui. Finalement, on peut considérer que le fait de percevoir la culture comme un système d'organisation stable, bien s'apparente un petit peu à une stratégie d'évitement pour ne pas s'engager dans une réflexion plus philosophique sur le rapport à l'altérité, forcément beaucoup plus complexe, opaque et insaisissable. Donc, dans cette conception déterministe et culturaliste, les individus seraient donc les produits de leur culture. Elles induiraient leur manière de penser, leur perception. Mais qu'en est-il de l'influence des langues parlées et connues, des dynamiques relationnelles, des mobilités, des expériences de vie ? Alors, évidemment, on ne peut pas nier qu'il existe des codes socioculturels, mais il semble vraiment erroné de les présenter et de les enseigner comme des outils stables à visée fonctionnelle. Ils ne déterminent pas les rapports sociaux, ce sont les rapports sociaux qui les produisent et qui les transforment. Et cette inversion, elle me paraît vraiment fondamentale pour la didactique des langues et pour les sciences de l'éducation en général, car si on veut vivre et habiter vraiment, s'approprier les langues et les pratiques scolaires et socioculturelles, et pas seulement répéter des schémas préconçus, il s'agit d'accepter que ces langues et ces pratiques soient constamment déstabilisées et resituées dans des dynamiques relationnelles qui, en fait, ne sont jamais les mêmes.
Un exemple vraiment significatif, c'est les salutations. Dans un cadre professionnel, des employés peuvent serrer la main ou faire la bise, parfois à leur supérieur hiérarchique. Des hommes, parfois, s'embrassent, mais dans quel contexte exactement? Et puis, comment interpréter une révérence? Est-ce que c'est de l'admiration amusée, de l'ironie, de la moquerie? Et un clin d'œil, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'enseignant de langue, hein, il aura beau essayer de lister toutes les options possibles de son point de vue subjectif, la multiplicité de ces options ne les rendra pas opératoires pour les personnes et en plus, elles ne sont pas fiables puisqu'elles seront probablement, à un moment ou à un autre, déstabilisées par l'expérience. On peut alors avancer, à la suite de Martine Abdallah Pretsey, que les différences culturelles, finalement, ne correspondent pas à une réalité, mais renvoient à la nature des relations entre les individus et les groupes. Il s'agirait donc d'apprendre la rencontre et non pas d'apprendre la culture de l'autre. Pour ce faire, réinvestir la culture en la chargeant d'une dimension biographique et existentielle pourrait être particulièrement porteur pour l'historiciser et souligner sa consubstantialité avec le social et le vécu. Comme l'écrit Muriel Molinier, tout individu est amené à composer, articuler et reconfigurer dans une identité complexe des héritages transmis au cours de la socialisation primaire, avec des acquis réalisés au cours des processus de socialisation secondaire et enfin des aspirations sociales et identitaires. Et il s'agit également d'accepter les fluctuations et l'instabilité de l'identité. Comme l'écrit Goar Radenkovic, les acquis expérientiels ne s'organisent ni de manière linéaire, ni selon une progression ascensionnelle, mais avec des retours, des régressions, des paliers, des avancées, des ruptures et des continuités. Une approche expérientielle et existentielle permet alors d'envisager l'individu apprenant comme un sujet et pas seulement comme un acteur social. Un acteur social qui serait porteur d'une culture prédéfinie. Le considérer comme sujet, c'est considérer qu'il est investi d'un projet qui engage toute sa personne. Il n'est pas uniquement doté de certaines fonctions ou compétences utiles pour la vie sociale et les interactions. C'est son rapport au monde et à l'altérité qui est en jeu. Donc considérer l'apprenant comme un sujet et pas seulement comme un acteur, ça me paraît assez fondamental car finalement c'est admettre d'emblée son autonomie, sa liberté, son pouvoir d'action, mais c'est aussi lui donner la possibilité de se raconter, de s'identifier comme il le souhaite, avec le degré de vérité, de transparence ou d'opacité qu'il définira lui-même selon la situation dans laquelle il se trouve. Comme l'écrit Édouard Glissant, le droit à l'opacité n'est pas le renfermement. C'est pour réagir par là contre tant de réduction à la fausse clarté de modèles universels. Il ne m'est pas nécessaire de comprendre qui que ce soit, individu, communauté, peuple, de le prendre avec moi au prix de l'étouffer, de le perdre ainsi dans une totalité assommante que je gérerai pour accepter de vivre avec lui, de bâtir avec lui, de risquer avec lui. Donc il s'agirait de substituer à la gestion d'autrui, qui viserait la transparence et la fixité, hein, beaucoup plus facile à appréhender, eh bien, y substituer la relation avec lui, qui accepte aussi son droit à l'opacité. Une sorte de garde-fou, à la fois contre l'enfermement culturaliste et l'écrasement universaliste. Alors seulement, la rencontre peut avoir lieu, puisque si on reprend la belle formule de Lévinas, rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par une énigme. Résoudre l'énigme par des raccourcis et des simplifications annule alors la rencontre, empêche la relation. Le droit à l'opacité et à l'étrangeté, c'est une sorte de pilier éthique d'une approche interculturelle respectueuse des sujets individuels. Il est également au cœur du dispositif philosophique que j'essaye de mettre en pratique. Les enjeux identitaires se situeraient moins au cœur des groupes sociaux qu'à leurs frontières, là où va se négocier l'identification au même et la différenciation à l'autre. Et les pratiques langagières, linguistiques, corporelles, graphiques vont alors être un moyen privilégié pour permettre l'épanouissement de cette dynamique identitaire complexe.
Le but serait donc d'apprendre à se connaître, à se rencontrer, mais dans un double sens à la fois réflexif et réciproque. Alors comment faire? Pour permettre ce processus, essayer de tramer la diversité des rapports au monde, des médiations interculturelles comme le dessin, le geste, les traductions pourraient être particulièrement pertinentes. La médiation culturelle, elle est définie ainsi par Lydie Cote et de Rivry. Elle est au centre des processus de création et d'interprétation des significations à travers les langues et les cultures. Une façon productive de penser la médiation interculturelle et donc de la considérer comme une activité relationnelle et interprétative. Cela signifie que la médiation interculturelle est un engagement actif dans la diversité en tant qu'activité de définition du sens. Elle implique l'interprétation de sens divers pour soi et pour les autres. On peut donc avancer que l'interculturalité est favorisée par une pédagogie dialogique et collaborative qui permet un travail interprétatif autour de la diversité des rapports au monde. Ces rapports au monde vont devenir tangibles grâce à des médiations linguistiques, plurilingues, graphiques ou encore corporelles comme j'essaye de le développer actuellement. Donc la tentative de compréhension ne vise pas la limpidité, mais plutôt la mise en lumière des processus complexes, variables et sujets à interprétation qui relient le sujet à lui-même, à l'autre et au monde. Alors pour tenter de mettre en place une approche interculturelle, dialogique, interprétative et ancrée dans l'expérience, je me suis appuyée sur un concept de la pédagogie interculturelle qui a été élaboré par Porcher et qui est l'universel singulier. Donc c'est un concept qu'il emprunte à Sartre, mais qu'il réinvestit de façon pragmatique. Avec ce concept comme fondement de la pédagogie interculturelle, Porcher a tenté d'apporter une réponse aux deux tendances que j'ai évoquées plus haut et qui empêchent de penser les dynamiques relationnelles, qui sont d'abord la tendance au relativisme culturel qui mène au culturalisme, et de l'autre côté, la tendance à l'universalisme indifférent aux différences qui mène à l'assimilationnisme. Il définit l'universel singulier de la manière suivante. Une réalité, matérielle ou symbolique, qui existe partout et que chaque société interprète pourtant à sa manière. Il autorise chaque élève à exprimer son opinion propre sur un phénomène qui le touche directement et qu'il perçoit de manière singulière, échangeable avec la manière singulière de chacun des autres. Il propose ainsi que la pédagogie interculturelle se fonde sur des thèmes universels singuliers. L'eau, l'animal, le feu, le rêve. Or, on peut considérer également que toute notion philosophique, la liberté, la justice, le désir, est un universel singulier qui permet de nous relier à notre humanité commune tout en faisant émerger des perceptions différentes. J'ai donc postulé que la pratique philosophique pourrait être un cadre propice pour mettre en œuvre une approche interculturelle humaniste, soutenue par ce que j'ai appelé des médiations-créations interculturelles, à la fois graphiques et plurilingues. Le but étant de tramer la diversité des rapports au monde sans chercher à écraser leur multiplicité, ni à en faire une source de division, mais de les mettre au service d'une compréhension enrichie, plus fine pour chacun et chacune. Alors, je vais passer à ma partie suivante, une pratique philosophique, performative et herméneutique. Donc, je me suis engagée dans une recherche-action pour faire l'expérience de la pratique philosophique avec des adolescents allophones nouvellement arrivés en France. Je suis intervenue dans plusieurs établissements scolaires du secondaire, collège et lycée, et j'y ai animé 57 ateliers philo entre 2015 et 2019, d'abord pour élaborer progressivement un dispositif adapté à ce contexte particulier de l'UPE2A, et dans un deuxième temps pour sensibiliser une dizaine d'enseignants à cette démarche en classe de FLS en leur faisant expérimenter ce protocole, et avec lesquels j'ai constitué un groupe de travail, en partenariat avec le CASNAV, qui est le centre académique qui s'occupe de la scolarisation des élèves allophones et des enfants du voyage. C'est une étude expérimentale, non longitudinale, donc qui cherchait vraiment à questionner et à analyser les approches plurilingues et interculturelles par l'intermédiaire d'une innovation pédagogique à visée philosophique.
Et inversement, il s'agissait également de voir en quoi la pratique philosophique peut être bousculée quand on l'aborde par le prisme des langues et des représentations socioculturelles. Donc, en ce qui concerne la méthodologie de la recherche-action, je ne vais pas m'étendre sur ce choix, mais je dirais juste qu'en fait, il s'est imposé à moi dans la mesure où je n'ai pas trouvé de praticien de philosophie exerçant dans le contexte particulier de la classe de FLS, et donc je n'ai pas pu en observer. Donc, il a fallu que je me forme et que je me lance dans cette expérience moi-même. Donc évidemment, je n'ai pas construit un dispositif ex nihilo et je me suis beaucoup inspirée de ce qui se fait en classe ordinaire, mais j'ai tout de même dû progressivement faire évoluer ma pratique pour qu'elle soit adaptée au contexte linguistique et cohérente également avec l'éthique interculturelle que je souhaitais respecter. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur les différents courants de la philosophie pour enfants, puisque les intervenants précédents en ont déjà longuement parlé et ce n'est pas l'objet ici. Mais je voudrais plutôt signaler quelles sont mes influences et comment j'ai essayé d'en faire mon miel pour les conjuguer en fait aux enjeux de la didactique des langues et de l'interculturel. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Mais rapidement, donc trop rapidement évidemment, les principes de la pratique philosophique que j'ai mis en place sont empruntés d'abord au fondateur américain de cette activité, qui est Matthew Lipman, à qui j'emprunte son concept de communauté de recherche philosophique et son ancrage pragmatiste hérité de Dewey. Donc, je procède également, comme dans son dispositif, à une cueillette de questions. Par contre, le point de départ de l'atelier que je propose n'est pas un texte, mais des réalisations d'élèves afin de partir de leur propre représentation et interprétation de la notion philosophique choisie. Donc on va partir d'un grand concept comme la liberté, la justice, etc. Donc c'est un moyen pour moi d'éviter d'orienter la réflexion, mais aussi d'évacuer le risque d'ethnocentrisme en accueillant les manières de voir, de sentir, de penser et de traduire la notion en jeu. Je vais y revenir. Donc le dispositif s'appuie également sur les propositions de Michel Todzi en termes d'organisation de la discussion finale, puisque des rôles sont distribués aux élèves dans une optique coopérative et démocratique. Par contre, ce temps de discussion pure, comme on va le voir, il arrive qu'en toute fin d'atelier, seulement après un long temps créatif et dialogique qui va prendre une autre forme. En fait, moi, j'accorde une priorité à la dimension herméneutique ou interprétative de la pratique philosophique plutôt qu'à sa dimension argumentative qui est centrale dans la DVDP. Et pour cela, je m'appuie entre autres sur les travaux de François Galichet. Donc c'est un point vraiment important dans ma démarche sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu, puisque dans mon contexte et en cohérence avec l'approche interculturelle que j'ai décrite, il s'agit prioritairement de multiplier les interprétations et les manières de représenter, de sentir, de penser pour apprendre à se connaître, à se rencontrer de façon réflexive, réciproque. Donc ça n'enlève rien à l'exigence qu'on peut accorder au raisonnement et à la logique nécessaire pour formuler une idée valable, mais l'approche herméneutique, dans ce contexte, va moins viser la co-construction d'un discours assertif commun et bien organisé que le questionnement et la multiplicité de propositions valables, exemplifiées par l'expérience et mises en perspective par le dialogisme. Alors justement, le dialogisme, je voudrais m'arrêter un moment sur cette notion qui a été conçue par Bakhtin. Et je voudrais montrer en quoi on peut relier le dialogisme aux dimensions interprétatives et interculturelles de la pratique philosophique. Jacques Bress, qui est un linguiste spécialiste de Bakhtin, écrit ceci à la fin d'un article portant sur le dialogisme. Un peu comme la colombe kantienne ne peut pas voler sans rencontrer l'air qui tout à la fois lui permet de voler et oppose sa résistance, le discours ne peut se produire sans rencontrer les autres discours qui tout à la fois lui offrent de la résistance et lui permettent de faire sens. La rencontre des discours en communauté de recherche, et donc à cette occasion la rencontre des individus, serait donc nécessaire à la compréhension du monde, même si, quoi qu'il arrive, le sens résiste. Il nous échappe, et ce, indéfiniment. Sa résolution ne serait alors pas un objectif, ni même une possibilité.
Pourtant, sa recherche est indispensable pour nous permettre de voler, c'est-à-dire de vivre une vie dont on ne connaîtra jamais le sens, mais à laquelle on peut conférer du sens. Dans cette optique, toute tentative de démonstration générale, finalement, est vouée à l'échec. Et la voie, c'est finalement la voie de l'interprétation qui va permettre de poursuivre ce voyage difficile et toujours inachevé de la compréhension du sens de la vie, c'est-à-dire du sens de notre rapport à l'autre, à soi, au monde. Et il est possible de rapprocher cette analyse du principe de fusion des horizons que l'on trouve dans la philosophie herméneutique de Gadamer. Pour lui, en fait, chacun cherche à comprendre à partir de son horizon, c'est-à-dire à partir de ce qu'on l'on voit depuis son point de vue, mais au sens propre du terme, à ne pas confondre avec le point de vue lui-même. Donc la formation et l'éducation permettraient, comme on peut le dire en allemand, de gagner de l'horizon. Donc pour Gadamer, cette fusion des horizons va être rendue possible par un dialogue ininterrompu. Je le cite, si je dis qu'il est nécessaire qu'en toute compréhension, l'horizon de l'un se fusionne avec l'horizon de l'autre, il est clair que cela ne signifie pas non plus une unité stable et identifiable, mais quelque chose qui arrive à la faveur d'un dialogue qui se poursuit toujours. Si on suit cette réflexion, une pratique philosophique qui souhaite donc favoriser le dialogue interculturel et plus globalement interindividuel, elle devrait alors s'appuyer, au moins dans un premier temps, sur une méthodologie herméneutique et phénoménologique. Pour le dire autrement, une méthodologie interprétative et expérientielle. D'abord, accepter et reconnaître que chacun s'exprime depuis son point de vue, au sens propre, c'est-à-dire depuis son relief historique, expérientiel, langagier, qui va orienter son regard et qui lui appartient, ce point de vue, mais que le dialogue interprétatif et la découverte d'autres perspectives peuvent élargir son horizon et celui de chacun finalement, et permettre, le cas échéant, une intercompréhension qui peut ouvrir à d'autres possibles. Il s'agit donc de considérer que la diversité des expériences, des pratiques langagières et des représentations du monde explicitée et interprétée au sein d'une communauté de recherche pourrait enrichir et élargir la pensée individuelle et collective. Donc pour mettre en lumière cette hétérogénéité et la mettre en partage dans la communauté, l'enjeu, ça va être de rendre perceptible la manière dont chacun ouvre le monde, pour reprendre cette expression de Barbara Cassin, et ouvrir le monde avec ici un mot qui est une notion philosophique. Comment l'ouvrir non seulement avec ses représentations, ses expériences, sa sensibilité, mais aussi avec les langues qu'il ou elle parle. Ce qui me permet d'arriver au dernier point théorique fondamental dans ma démarche, qui est de prendre en considération la performativité langagière. Non pas seulement ce que le langage signifie, mais aussi ce qu'il fait, comment il peut être agissant. Donc, comme l'écrit la philologue Barbara Cassin, qui a beaucoup inspiré mon travail également, si je vous dis bonjour, je ne dis pas salam ou shalom, que la paix soit avec vous. Je ne dis pas non plus, comme les anciens grecs, kaer, jouis, réjouis-toi, qui est encore différent du valet latin, porte-toi bien. On n'ouvre pas le monde de la même manière. En effet, la performativité implique de considérer que le langage peut faire exister la réalité et qu'il ne se limite pas à sa fonction référentielle. Comme l'écrit encore Cassin, les différentes langues produisent des mondes différents dont elles sont les causes et les effets. Le monde commun est alors quelque chose comme un principe régulateur, une visée et non un point de départ. Dans son vocabulaire européen des philosophies, qui est aussi appelé dictionnaire des intraduisibles, elle en fait une démonstration magistrale, puisque c'est en fait une encyclopédie philosophique aux entrées plurilingues. Et elle montre à quel point les concepts ne recoupent pas les mêmes réalités d'une langue à l'autre. Les sphères conceptuelles des mots esprit, Geist ou mind ne sont pas superposables. Et cette performativité du langage, pour l'illustrer encore, je la trouve particulièrement intéressante et visible quand on s'intéresse aux langues des signes. Ici, vous avez un exemple de la manière dont on peut signer le mot culture.
D'abord en langue des signes française, c'est un geste qui part de la tête. En langue des signes américaine, c'est un doigt qui représente un individu et qui est entouré de l'autre main. En langue des signes japonaise, ce sont 2 mains qui s'emboîtent. Et en Inde, on prend la pose d'une statue ou d'une danseuse. Donc ces langues, elles donnent à voir leur inventivité, la manière dont elles ouvrent le monde, mais elles laissent aussi sentir une forme d'intraductibilité, mais pas au sens d'une impossibilité à se comprendre, mais plutôt dans le sens d'une recherche de compréhension fine et incessante. Comme l'écrit Barbara Cassin, l'intraduisible, en fait, c'est pas ce qu'on ne peut pas traduire, mais c'est ce qu'on ne cesse de traduire ou ce qu'on ne cesse de ne pas traduire. Et c'est un indice de la manière dont, d'une langue à l'autre, tant les mots que les réseaux conceptuels ne sont pas superposables. Donc, dans une optique pédagogique, ça met également en évidence l'intérêt et l'importance de recourir à des médiations multimodales, linguistiques, graphiques, gestuelles, pour tenter d'accéder à ces indices ou à ce que Hannah Arendt nomme la chancelante équivocité du monde. C'est donc pour ces raisons que j'ai tenté de mettre en œuvre une pratique philosophique à la fois performative et interprétative. Et pour cela, j'ai introduit la traduction, des activités créatives pour favoriser le dialogue interculturel et tenter une compréhension, de permettre de développer une compréhension enrichie par la mise en visibilité de ces horizons différents, pour filer la métaphore de Gadamer. Alors j'en arrive à la dernière partie de présentation du protocole pédagogique et d'analyse du corpus. Donc on va entrer maintenant dans le concret de la chose. Donc l'atelier que j'ai progressivement conçu entre 2015 et 2019, pendant ma recherche-action, il dure 2 heures et il est constitué de 5 étapes. Donc d'abord, l'annonce du thème philosophique qui peut éventuellement avoir été déterminé en concertation avec les élèves. Le bonheur, la justice par exemple. Le mot d'abord donc va être traduit au tableau dans toutes les langues de la classe pour s'assurer de sa compréhension, mais ensuite pour percevoir aussi les échos et les écarts d'une langue à l'autre. Donc par exemple, on va remarquer que le verbe aimer, il est particulièrement polysémique en français, alors qu'il existe souvent plusieurs traductions dans les autres langues, que par exemple, on trouvera un verbe spécifique pour parler de l'amour romantique. Je vous en montrerai quelques exemples ensuite. Ensuite, la deuxième étape, et c'est celle qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est celle qui va consister à mettre en lumière comment chacun va ouvrir le monde avec le concept philosophique proposé. Donc il s'agira de réaliser au choix soit un nuage de mots autour de la notion, soit ce que j'appelle un dessin réflexif à partir d'une consigne du type « dessine le bonheur ». Cette étape, ainsi que la première, elles peuvent être préparées à la maison, si on veut gagner du temps. Et puis, du coup, on est sur un atelier plutôt d'1h30 à ce moment-là. Alors aujourd'hui, j'essaie de développer aussi d'autres manières de performer les mots avec mes étudiants. Donc, je leur propose aussi d'apporter des objets ou de proposer une expression corporelle. Je pense par exemple à un étudiant qui a apporté une Bible pour un atelier sur l'amour, ou encore une autre étudiante qui avait apporté une photo d'elle juste après son accouchement. Ça, c'était pour un atelier qui portait sur le thème du pouvoir. Et puis, un moment marquant d'une étudiante lors du tour de table pour un atelier sur la violence qui s'est levée et qui a poussé un hurlement. Donc là, comme je viens de le dire, ça fait l'objet d'un tour de table. Donc une fois que les réalisations sont préparées ou faites, on passe à un moment de tour de table où chacun va expliquer, justifier et interpréter en dialogue avec la communauté de recherche pourquoi il a réalisé ce dessin, ce nuage de mots, ou pourquoi il a proposé cette action. Pendant ces échanges, moi, je vais réaliser au tableau une carte mentale qui va compiler les idées qui ont émergé des dessins, des nuages, de toutes les propositions, et je vais tenter de les organiser, de les mettre en lien.
Alors, je vais vous en montrer rapidement quelques exemples pour que ça vous donne une idée de ce que ça donne, mais je vais pas trop m'y attarder aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour un atelier, donc après le tour de table, hein, toutes les présentations, c'était un atelier sur la vie et la mort. On voit, donc les différents mots qui ont été apportés, les différentes idées. Et puis, je vous en montre une autre qui est un petit peu plus récente puisque j'ai peaufiné un petit peu cette technique. Donc là, vous voyez, que j'ai ajouté des mots qui ont été soulignés pour signifier que ce sont des idées qui ont été apportées plusieurs fois par la communauté et puis je rajoute parfois des liens à l'intérieur. Donc c'est un moment, moi, qui nécessite pour moi, beaucoup, d'empathie, cognitive pour essayer de ne pas biaiser les idées apportées et puis aussi c'est un temps d'explicitation puisqu'il y a la problématique linguistique aussi dans ce contexte. Mais c'est aussi un moment qui est très, très apprécié par les élèves, surtout quand on leur rappelle que tout ça, ben, c'est leur œuvre en fait, hein, et qu'ils l'ont fait, tout seuls, hein, si ce n'est avec mon accompagnement. Donc cette carte mentale, et ça, on passe à la 4e étape. On va la garder sous les yeux, pour, élaborer des questionnements philosophiques. Donc généralement, je les mets en petits groupes de 2-3. Ils réfléchissent à un questionnement philosophique, ils le proposent, donc on écrit tous les questionnements au tableau et le groupe vote pour l'une des questions qui va être traitée lors de la discussion à visée philosophique, qui est la dernière étape. Donc comme je le disais, je distribue des rôles, hein, sur le modèle de la DVDP de Michel Tozzi, donc avec un président de séance qui distribue la parole le plus équitablement possible, un reformulateur et puis, dans ce contexte, des traducteurs quand c'est possible. Dans tous les cas, il y a des dictionnaires bilingues à disposition, format papier ou numérique ou même avec le téléphone portable. Éventuellement, je l'ai fait quelques fois, j'ajoutais un dessinateur de la discussion qui peut dessiner librement pendant l'atelier et qui va présenter son dessin à la fin de la séance. Donc ces rôles vont me permettre, non seulement dans une visée démocratique, de limiter les rapports de pouvoir, mais aussi de mieux gérer l'hétérogénéité qui est une caractéristique de l'UPE2A. Donc les reformulateurs, en général, ça va être des élèves qui ont un niveau un peu plus avancé, qu'on va pouvoir valoriser aussi dans ce travail. Et puis les traducteurs également, qui vont permettre d'intégrer des élèves qui viennent d'arriver, par exemple, hein, puisque j'expliquais qu'on a des élèves qui peuvent arriver à n'importe quel moment de l'année. Donc avant de commencer la discussion, on prend toujours aussi un temps réflexif de 5 minutes pour bien réfléchir à la question. Et dans le livret d'accompagnement, ils ont donc un espace d'expression libre où ils peuvent écrire dans la langue de leur choix pour préparer leur prise de parole. Donc les traces qui sont conservées par les élèves vont être les traductions de la notion, leur réalisation personnelle, la carte mentale qu'ils doivent reproduire et les questions philosophiques. Donc j'ai voulu que ce soit des traces ouvertes qui ne ferment pas la réflexion. Donc dans mon exposé aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur l'étape finale, c'est-à-dire la discussion pure, même si on pourrait en reparler si vous voulez, mais je voudrais vraiment mettre le focus sur les premières étapes qui visent à ouvrir le concept et ainsi à ouvrir un dialogue à la fois philosophique et interculturel. Donc, comme je le disais, dans un premier temps, les élèves doivent chercher la traduction de la notion philosophique et l'écrire au tableau. Donc vous avez ici un exemple avec le mot « penser » qui est traduit en roumain, en malgache, en portugais, en kurde, en turc, en comorien et en arabe. Donc c'est un moment vraiment très vivant où les élèves discutent entre eux de la bonne traduction, font des recherches dans le dictionnaire, écrivent un premier mot, l'effacent, en écrivent un autre. Ça a été le cas ici, par exemple, pour un groupe d'élèves arabophones qui, dans leur dictionnaire, ont trouvé 2 mots pour traduire le terme de pensée, mais pour eux, il y avait un mot qui s'orientait plus vers la notion de raisonnement et l'autre plutôt vers l'idée de rêverie. Donc, il y a eu un débat entre eux et finalement, ils ont choisi le mot qui était plus proche de raisonnement. Mais c'est intéressant puisqu'un peu plus tard dans l'atelier, une des questions qui est sortie a été: est-ce que l'imagination est une pensée? Donc on peut peut-être se dire que ce questionnement, ce débat initial a influencé aussi l'émergence de cette question. Et puis c'est aussi un moment qui permet de voir les racines communes, ici entre le comorien, l'arabe et le kurde, hein, Wufikli
en comorien, fikr en arabe et fikra en kurde. C'est donc une appropriation fine du concept en langue pour chacun, mais ça résonne aussi avec les autres. Le deuxième extrait que j'ai indiqué, c'est un petit extrait d'un dialogue que j'ai eu avec Mariam lors d'un des tout premiers ateliers que j'ai dispensé et qui m'a vraiment fait réfléchir sur cette question de la traduction et des espaces conceptuels. C'est qu'on était presque à la fin d'un atelier sur l'amitié et là, elle m'a signalé que la fameuse distinction qu'on fait de façon assez classique entre un copain et un ami, eh bien cette distinction, elle n'existe pas dans sa langue. Il n'y a qu'un seul mot qui inclut ces deux idées-là. Donc, ça m'a beaucoup interrogée puisque je me suis dit, mais alors finalement, cette notion d'amitié qu'on croit a priori universelle, elle n'est peut-être pas partagée exactement de la même manière par un locuteur arménien. Ce qui m'a permis de dire que et de penser qu'il fallait absolument essayer de mettre en lumière autant que possible ces recoupements et ces écarts d'une langue à l'autre avant de s'engager dans une recherche et dans une construction commune. Donc dans les ateliers que j'anime aujourd'hui avec les étudiants, je demande aujourd'hui d'ajouter, s'ils le souhaitent, à la traduction une expression ou une phrase en langue première. Ce n'est pas obligatoire, mais ils peuvent le faire. Et ça s'avère vraiment extrêmement porteur, donc je voudrais vous en montrer quelques exemples. Cet exemple avec la notion de pouvoir, donc vous pouvez le voir ici qu'il y a eu des traductions en anglais, espagnol, portugais, persan, chinois, coréen, khmer, ukrainien et vietnamien. Donc il y a plusieurs expressions ou phrases qui ont été ajoutées. Et on peut remarquer en haut à droite l'introduction du verbe empower, qui n'a pas vraiment de traduction en français, puisqu'on parle d'empowerment, ou alors on francise en disant l'empouvoirment. Et en fait, cette dimension du pouvoir qui insiste sur le développement d'un sentiment intérieur de puissance connoté positivement, en fait, il n'existe pas en langue française, si ce n'est depuis quelque temps par cet emprunt à l'anglais. Donc on peut aussi se dire que finalement, si on avait été dans une discussion qu'avec des francophones, cette dimension du pouvoir, elle ne serait pas sortie et on n'aurait pas pu en discuter. Alors on voit aussi qu'on a des orientations assez politiques, ancrées dans l'actualité, dans les expériences singulières de chacun. Donc on a une citation de Xi Jinping qui a dit « Il faut limiter le pouvoir de la bureaucratie » quand il a été élu récemment, quand il a été réélu. Et l'étudiante chinoise qui a écrit ça a signalé qu'en fait, c'est une citation qui a fait beaucoup débat, puisque ça signifie que si on retire du pouvoir à la bureaucratie, c'est aussi pour en accorder davantage au pouvoir central. Donc, le choix des mots, des expressions va résonner avec l'expérience des individus, mais aussi avec l'histoire qui a laissé sa trace. Donc, je voudrais encore vous signaler la phrase, la citation proposée en ukrainien, qui est « l'union fait la force », qui évidemment résonne fortement avec l'actualité et qui nous a permis, justement, grâce au mot « force », de faire une distinction entre le pouvoir et la puissance et de commencer à poser une question sur est-ce qu'on peut avoir du pouvoir sans être puissant, voilà. Et inversement. Et puis enfin, l'expression en anglais américain qui est the power of vote. Ça a été très intéressant puisqu'on n'a pas pu traduire par le pouvoir de voter, puisqu'en français, on parle du droit de vote. Et l'étudiante, d'un coup, elle m'a dit « Ah, mais en fait, c'est très intéressant parce que ça me fait comprendre quelque chose. » C'est-à-dire que dans l'histoire des États-Unis, dans les années 60, surtout dans les États du Sud, certaines populations avaient le droit de vote, mais n'avaient pas le pouvoir de voter. Parce qu'en fait, il fallait, quand on allait voter, répondre à certaines questions sur l'histoire des États-Unis et puis payer aussi une somme symbolique, mais certaines franges de la population ne pouvaient pas se le permettre. Donc on pouvait avoir le droit de vote, mais ne pas avoir le pouvoir de voter. Et donc là, on voit encore que ça ouvre des réflexions très intéressantes. Alors, je passe un peu plus vite sur les autres, mais
Là, vous voyez, par exemple, sur un atelier sur la mort, une Américaine a écrit Gold Star Parents. C'est une expression qui n'existe pas en français et qui désigne les parents qui ont perdu un enfant mort dans une guerre. On peut voir également une expression vietnamienne, vivre le ventre plein est mieux que mourir de faim, qui en fait signifie, quand on a explicité la chose, qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie et qu'il faut vivre pleinement. Mais ce lien avec la nourriture et la satiété, hein, il n'est pas forcément évident pour un francophone. Lors d'un atelier sur l'amour, on a également pu décortiquer le caractère chinois que vous voyez en haut à gauche, hein. Elle a voulu absolument écrire le caractère ancien pour pouvoir nous dire qu'en haut, il y avait un premier signe qui représentait des pattes, comme s'il y avait un chat sur le toit d'une maison, puisqu'en dessous, on a l'idée d'un toit. Et à l'intérieur de cette maison, il y a un caractère qui représente un cœur et un autre caractère qui représente un ami. Donc, on voit hein, que l'amour ici est associé à la maison, au foyer, et qu'il y a un lien aussi avec l'amitié. Ici, langue et langage, je dirais simplement que ce qui est intéressant là, c'est que dans beaucoup de langues, on n'a pas cette distinction, notamment en anglais, hein, puisqu'on n'a que language. Enfin voilà, ça, ce sont des petits exemples que je voulais rajouter. On voit aussi des expressions en persan, hein, ma langue a des cheveux, hein, qui veut dire qu'on répète énormément les choses. Donc voilà, on voit des expressions qui sont étranges pour nous, mais qui apportent autre chose, d'autres perspectives. Alors, après ce temps d'ouverture du concept, pour aller un peu plus loin, il y a une proposition de médiation, de réalisation, moi que j'ai appelé des médiations création interculturelles. Donc la première possibilité, c'est de réaliser un nuage de mots plurilingue. Ici, on en voit un exemple avec celui de Bouchra que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il a été réalisé en période de Ramadan et je pense que ce n'est pas anodin puisqu'elle fait un lien entre le bonheur et les fêtes, le bonheur et la prière. Donc on voit qu'il y a beaucoup de rapports entre bonheur et argent, bonheur et amour, donc ça ouvre aussi sur de nombreuses réflexions. Et elle propose également une expression, hein, cœur blanc, qui au moment de l'explicitation sera traduit par cœur pur, puisqu'elle nous expliquera que pour elle, il n'y a pas de bonheur sans vertu. Donc il a été aussi intéressant de remarquer qu'elle a choisi de traduire la notion par un mot en arabe littéraire qui est sahada, tandis que d'autres élèves arabophones lui ont préféré une traduction moins littéraire, plus proche de la joie, qui est farah. Et ces élèves, contrairement à Bouchra, n'ont pas associé le concept de bonheur à la vie spirituelle. Donc on voit que les langues des élèves ainsi que leur expérience vont influencer largement leurs orientations philosophiques. Également très visible, hein, ça, dans les dessins réflexifs et je vais m'arrêter un petit peu plus longuement là-dessus, parce que les dessins ont été particulièrement, intéressants et puissants en tant que moteur, à la fois, pour le dialogue interculturel et la réflexion philosophique. Donc le dessin réflexif, c'est un dispositif qui s'est développé en didactique des langues, notamment sous l'impulsion de Muriel Molinier, qui est ma directrice de thèse et d'un ouvrage qu'elle a dirigé, dont vous avez la référence ici. Donc les dessins, comme leur nom l'indique, visent la réflexivité. Et cette réflexivité, elle va être favorisée par un dialogue interprétatif autour du dessin. Donc qui va faciliter également l'expression d'une pensée complexe que le niveau de langue ne permet pas toujours de partager quand on est en UPE2A. Donc le dessin, c'est aussi la possibilité de réhabiliter la pensée imagière aux côtés de la pensée linguistique. C'est pas seulement une simple illustration de la pensée linguistique, hein, qui lui serait supérieure, mais il a sa propre fonction heuristique, au sens grec hein, de heuristico, je trouve, c'est-à-dire la capacité à inventer et à faire des découvertes. Cette pensée imagière serait donc particulièrement intéressante dans le cadre de pratiques réflexives, notamment philosophiques, comme le souligne Matthew Lipman. Pour lui, la pensée métaphorique, hein, qu'elle s'exprime sous forme de discours ou par un autre biais, comme le dessin, elle va permettre d'amplifier la pensée plutôt que de la dérouler.
La pensée métaphorique est amplifiante plutôt qu'implicative. Donc il parle de confluence de pensée incomparablement plus riche que des façons de penser plus conventionnelles. La pensée métaphorique est donc une synthèse d'incompatibles qui procure, comme le ferait une binoculaire, une profondeur de vision bien plus grande qu'une simple juxtaposition. Donc le dialogue interprétatif qui accompagne la présentation du dessin, il va donc être très important pour essayer de développer de nouvelles compréhensions partagées, mais aussi pour favoriser la rencontre et l'éthique interculturelle. Comme l'écrivent Castellotti et Moore, en permettant de construire un sens partagé, les dessins permettent de concevoir, d'imaginer, de construire l'autre, les autres, sans pour autant les figer dans une image stéréotypée. Ils mettent en évidence des positionnements et des conflits et ouvrent les possibilités de co-construire un espace et de contextualiser la relation. Donc le dessin permet aussi de ne pas aborder de façon frontale certains sujets délicats avec des élèves réfugiés comme la violence ou la liberté. Il permet de respecter aussi donc, le droit à l'opacité dont on a déjà parlé, et il offre à chacun la liberté de livrer ce qu'il souhaite dans la mesure qui lui convient. Donc je cite encore Castellotti et Moore, hein, le dessin permet de montrer tout en choisissant de cacher, de symboliser ou de mettre en lumière avec une acuité à la fois plus évidente et plus incertaine que le discours. Le dessin réflexif peut être envisagé comme une médiation création interculturelle, moins éphémère que le langage oral par sa matérialité, et ouvrant aussi une porte sur la pensée et l'imaginaire de l'autre, offert à l'interprétation. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce schéma, en fait. C'est que le dessin, notamment au moment de la verbalisation, va proposer une médiation double, à la fois entre soi et les autres, mais avec soi-même, par des effets de prise de conscience. Et donc, il va offrir à ce moment-là la possibilité de coproduire des compréhensions, mais aussi de questionner les interprétations, de poser des hypothèses et de mettre en perspective certaines représentations par le dialogisme. Donc, je voudrais maintenant vous présenter 3 dessins qui répondaient à la consigne « Dessine la liberté ». Donc, si on s'intéresse dans un premier temps aux traces graphiques explicites, avant d'aller voir les verbalisations, on peut remarquer qu'on a affaire à 3 dessins extrêmement différents. Donc le premier à gauche, celui de Violetta, il est entièrement symbolique, il n'y a rien d'explicite. Celui d'Hébru, il est plutôt figuratif. Bon, on peut lire ce qu'il y a écrit, ça c'est explicite. Donc le personnage dit « liberté, je peux faire ce que je veux ». Et puis on a une petite tortue qui signale « mais sans déranger personne ». On peut aussi considérer que le sourire du personnage, sa dynamique gestuelle, peuvent exprimer un sentiment positif. Quant au troisième dessin à droite, celui de Zauber, son dessin, celui-là, il est plutôt d'ordre narratif et les traces explicites du dessin vont être relatives au combat, à la violence, voire à la mort. Alors, passons aux verbalisations. Alors ici, je vais me focaliser sur les éléments significatifs que vous pouvez voir en couleur et en caractère gras. Mais alors, je ne sais pas si Nicolas ou Frédéric, vous voulez bien m'accompagner dans la lecture dialoguée, parce que je trouve que c'est plus sympa en fait d'avoir un dialogue vivant. Est-ce que Oui, l'un avec d'entre... plaisir. Alors, moi je vais jouer mon rôle, et puis si vous voulez bien faire Violetta, vie, Ouais, je fais Violetta, pas de souci. parfait. Ah, c'est vrai, il y a un oiseau sur le drapeau du Kazakhstan. C'est intéressant ça. Et pour toi, le Kazakhstan, c'est aussi un symbole de liberté? Oui, mais pas trop et pas pour tout le monde. Ah, pas pour tout le monde. Oui, Oui, mais tu voudrais... Normalement, cet oiseau sur le drapeau, est-ce qu'il représente la liberté pour les Kazakhs? oui, Oui, c'est un symbole de liberté. oui, Oui, donc tu aimerais que cette liberté existe vraiment au Kazakhstan? oui, 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 C'est ça que tu veux dire? oui. Tu veux ajouter autre chose? Je sais pas, non. Donc, vous voyez, Violetta, elle n'est pas très bavarde, donc c'est essentiellement un dialogue interprétatif entre elle et moi sur un mode de question-réponse.
Donc en italique et en gras, j'ai mis en évidence des indices de co-construction du discours et de la pensée. Donc ici, ils sont exclusivement associés à la signification, puisque Violetta, elle ne va pas étayer son propos. Donc en 58, je lui demande d'expliciter son choix. En 62-65, je lui demande de confirmer son interprétation. En jaune, j'ai signalé le processus de métaphorisation. Donc Violetta, elle a en fait représenté le drapeau du Kazakhstan. Hein, vous le voyez, je l'ai mis à côté du dessin, donc c'est exactement ça. Et en fait, l'oiseau qui s'y trouve est un symbole de liberté. En vert, j'ai indiqué des indices de philosophisité qui s'apparentent à sa manière d'ouvrir le monde avec le mot liberté. On voit qu'elle nuance le symbole du drapeau en précisant que tout le monde n'est pas libre au Kazakhstan. Et c'est ce positionnement singulier qui va problématiser et faire émerger un questionnement philosophique autour de la liberté et de l'égalité de droit. Donc Violetta, elle s'intéresse à la liberté d'un point de vue étatique, mais c'est pas anodin non plus ce choix pour elle, puisqu'il est ancré dans son expérience personnelle, puisque sa famille fait partie de la communauté ouïghour, qui est persécutée en Chine, mais qui est également discriminée au Kazakhstan, hein, le pays dont elle est originaire. Alors, je voudrais qu'on passe à la verbalisation autour du dessin d'Hébru, hein, qui est plus riche. Donc, j'aurais besoin également d'un partenaire pour faire Hébru, et puis peut-être d'un deuxième partenaire qui pourrait faire les autres élèves qui prennent la parole. Donc, on voit qu'il y a Adjib et Amira également qui prennent la parole un petit peu pendant l'extrait. Donc, est-ce que Frédéric et Nicolas, vous voulez bien? Oui, Euh, pas de souci, hein. Je vais Pas de faire, souci. je Moi, vais je vais faire faire Hébru. Agib et Amira. Ok. Alors, Hébru. C'est une fille ou ça peut être un garçon et elle est contente d'être libre et elle pense des oiseaux comme Violetta parce que les oiseaux, ils peuvent ce qu'ils veulent parce que et les chats et les chiens, comme vous dites, ils sont domestiqués. Domestiqué. OK, oui et les oiseaux, on peut pas, comment on dit madame? Les tuer, on ne peut pas les toucher. Non, Non, attraper. les ah Ah mince, pardon. non, c'était toi Nico, ouais. Oui, attraper facilement et lui et eux, ils volent déjà dans les voilà. L'espace? Mais tu m'as dit: «Elle pense comme l'oiseau». Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, non, elle pense des oiseaux. Elle pense aux oiseaux? Elle est libre dans sa tête comme un oiseau? Non, liberté pour elle, elle se pense qu'elle est comme les oiseaux Ah oui, d'accord. et elle pense aussi: «Je peux faire ce que je veux», mais il y a, Une tortue? oui, mais elle dit, «On peut faire ce qu'on aime, mais sans déranger personne». Tu peux donner un exemple? Par exemple, je sais pas. Bah, par exemple, s'il y a un prof qui parle, nous tairons. Non, c'est pas ça. Par exemple, tu veux t'amuser, mais tu s'amuses avec une fille, tu lui dis: «Oh, tu trop grosse». Il est libre comme il s'amuse, mais à côté de lui, il dérange les autres personnes. Il fait du mal? Oui, voilà. Oui, d'accord. Donc, on peut, pardon, oui, on peut, la liberté, il faut aussi parfois la limiter si on veut vivre ensemble, si on veut bien vivre ensemble, si on veut respecter les autres. Donc ici, concernant la co-construction que j'ai mis en caractère gras, il y a des propositions d'interprétation de la part d'Adjib, d'Amira, mais aussi de ma part. Et il y a aussi des moments d'explicitation du sens. Donc on remarque que la co-construction du discours, ici, elle est étroitement liée au sens. Et concernant les processus de métaphorisation, on a à nouveau l'image de l'oiseau, mais on a aussi un phénomène de généralisation au début, puisqu'elle fait du personnage un archétype, puisqu'elle dit c'est une fille ou bien ça peut être un garçon. Pour les indices de philosophisité en vert, Hébru, elle apporte l'idée de domestication, qui serait un antonyme de liberté, et elle oppose ainsi les oiseaux aux chats et aux chiens. Donc elle envisage aussi la liberté d'un point de vue social, puisqu'elle précise qu'exercer sa liberté ne doit pas déranger les autres.
Donc on peut penser que le positionnement d'Hébru ici, il est lié à un désir d'émancipation. Donc ça, c'est mon interprétation. Parce qu'en fait, elle a signalé plusieurs fois pendant les ateliers qu'elle aimerait être adulte le plus vite possible pour ne plus subir le stress de l'école. Et il faut dire que Hébru, elle a déjà 16 ans. Ensuite, je voudrais qu'on passe à la verbalisation de Zober. Donc, même chose, il me faudrait un interprète de Zober. Et puis, il y a également Adjib qui prend la parole. Ok, pardon. C'était le temps d'activer la caméra. Ces prisons-là, là, c'est la route, et par là, prison, c'est cassé. Il y a des gens qui sont venus, ont cassé, et il y a des gens qui sont partis. Qui sont libres. Ouais. D'accord. Qui a cassé la prison? Par exemple, il y a quelqu'un qui est en prison longtemps et son frère, il lui manquait. Et son frère, il apporte par exemple une voiture, il prend encore quelques-uns, il casse, mais là, tout ça, il casse, et là, tout le monde, il sort, et comme ça, tout le monde est sorti. Et il y a des policiers. Les policiers, ils sont venus, ils croyaient c'était des personnes, comme ça s'appelle, des calaches, faisaient la guerre. Des terroristes? Terroristes, voilà. Et les personnes qui étaient en prison, ils ont taillé, alors ils ont commencé à tirer. Ils sont partis. Ouais. Et les policiers, ils ont commencé à tirer sur eux. D'accord. Mais ils ont pu s'échapper alors? Pas encore, ils sont sur la route. C'est tout un film que tu nous racontes là. L'autre, là, le policier, il a tiré sur son pied. Euh, il a cassé, l'autre, il est tombé. Donc c'est pas facile d'avoir sa liberté. Ouais. Ce que tu nous dis là, en fait, c'est qu'il faut se battre pour gagner sa liberté? Oui. Pour toi, c'est difficile, de gagner sa liberté? Si, c'est facile, mais c'est difficile aussi. Alors qu'est-ce qui est difficile? Difficile, par exemple, c'est comme la prison. Tu restes toute ta vie dedans et un jour, il y en a un qui te dit, c'est bon, t'es libre, tu sors. Il sort, il est content. Il est content, il va faire quoi? Je sais pas, moi. Donc avec Zober, ici, on trouve des indices de co-construction du discours et de la pensée avec des propositions d'interprétation d'Adjib. Et puis moi, j'essaie de le soutenir et de le corriger un peu au niveau du lexique. Je propose aussi une interprétation à la réplique 170, et puis je lui demande d'en confirmer une autre en 172 et d'expliciter son propos en 174 et 176. Donc on trouve plusieurs processus symboliques et métaphoriques en jaune qui sont amplificateurs de sa pensée autour de la liberté. Donc d'abord, on a la prison cassée, en 153. Ensuite, on a l'évasion. Et puis, on a le combat. Alors, on a aussi un indice de philosophisité intéressant en 175 en vert, puisqu'il met en évidence un paradoxe intéressant, Zober. C'est qu'être libre, c'est à la fois facile et difficile. Puisqu'il explique qu'en fait, voilà, la prison, elle est cassée, tu sors, c'est bon, tu es libre. Donc ça, c'est facile. Mais ce qui devient difficile, c'est bah, tu vas faire quoi? Ben, je ne sais pas. Donc, il pose une question intéressante qui est ben, que faire finalement d'une liberté retrouvée? Donc, le dessin, ici, va poser des questions universelles, mais à travers le point de vue singulier de Zober, puisque Zober, c'est un jeune Afghan de 16 ans qui a connu la guerre et qui n'a pas été scolarisé antérieurement. Et évidemment, son orientation scolaire et professionnelle est très problématique. Donc, suite à sa propre liberté retrouvée, eh bien, il s'interroge légitimement sur son avenir en France. Et donc, on peut penser qu'il relie cette préoccupation personnelle à cette réflexion plus générale d'ordre philosophique sur la liberté. Donc, ces exemples montrent qu'un dialogue à la fois philosophique et interculturel peut être favorisé par la dimension universelle singulière des concepts, ainsi que par la démarche collaborative et interprétative qui elle-même est favorisée par les médiations création ici graphiques. Alors j'avais un autre petit exemple, mais sur lequel je vais passer rapidement, qui est un dessin
du bonheur, réalisé par Rouwaïda, qui en fait a proposé de présenter en fait le jardin potager qu'elle partageait avec ses voisins aux Comores, et puis la grande table au centre où ils se retrouvaient pour manger les produits de leur potager. Et pour elle, c'était une illustration du bonheur. Donc cette représentation, évidemment, elle ouvre des réflexions sur des réflexions philosophiques, sur le lien social, etc. Mais elle peut aussi nous laisser supposer que Rouwaïda vivait de manière plus communautaire aux Comores qu'en France. Mais néanmoins, ça ne nous permet pas de faire une généralité culturelle sur la vie aux Comores. Et ça, ce point, ça me paraît vraiment important parce que le dessin, justement, va permettre de prendre en considération la dimension socio-culturelle, mais sans la forcer, puisqu'elle est produite et proposée par l'élève elle-même, et donc sans en faire une vérité générale sur une communauté plus ou moins fantasmée à laquelle appartiendrait l'élève. Alors, je voudrais ajouter également cet outil qui, je pense, peut être intéressant, puisque c'est une autre manière d'ouvrir le mot, mais de manière beaucoup plus libre, que je mets en place depuis 2 ans. Et c'est en fait de le faire dans des espaces numériques qui accompagnent les ateliers philo. Donc, en fait, je crée des collections thématiques sur une plateforme numérique en ligne qui est entièrement gratuite, qui s'appelle Wakelet. Et dans ces collections thématiques, les étudiants peuvent ajouter librement des documents dans les thématiques que nous travaillons. Le seul impératif que je leur demande, c'est de rédiger une fois dans le semestre un texte long, libre, dans la thématique de leur choix. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc, je vais sortir de mon PowerPoint une seconde juste pour vous donner un exemple. Et puis, si vous voulez que je vous explique un petit peu comment ça marche, voilà. Donc, ça se présente comme ça, en fait, Wakelet. Donc là, c'est mon espace. Donc là, vous voyez l'ensemble des collections que j'ai dans cet espace, de collections thématiques. Donc, je donne un accès aux étudiants pour qu'ils puissent alimenter ces différents espaces. Alors, vous voyez, par exemple, la liberté, pour rester sur le thème qu'on a traité avec les dessins. Donc, on peut trouver des dessins, des textes, des chansons. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai découvert récemment cette photographie qui a été publiée par Diana, qui est une étudiante réfugiée ukrainienne et qui, évidemment, est très, très forte et qui montre, encore une fois, l'association expérientielle et réflexion philosophique. Et puis, une autre étudiante réfugiée kurde qui a choisi de publier une photo de la route qu'elle a prise pour gagner la France. Et je vous lis juste un petit passage de son texte parce que je le trouve vraiment très fort. Elle dit: «J'ai pensé aux oiseaux quand j'ai entendu le mot liberté, mais quand j'ai dû fuir mon pays à cause d'événements politiques, cette photo que j'ai prise sur la route m'a fait plus comprendre ce que signifie la liberté. Je suis libre comme un oiseau maintenant et cette photo me le rappelle, donc je voulais aussi la partager avec vous. La liberté est une histoire de route pour moi. Ce furent les premiers instants où j'ai respiré sans peur. J'ai très bien compris la valeur de la liberté dans ce processus. J'étais consciente que cette route était le début d'une nouvelle vie pour moi. À ce moment-là, je voulais même regarder les arbres et les fleurs de manière différente. Cela m'a coûté cher de comprendre ce que signifie la liberté. En France, je suis de nouveau libre.» Voilà, vous voyez, ça ouvre encore d'autres espaces de poursuite de la réflexion. Et donc ça, c'est un point qui est important pour moi de laisser, d'essayer de trouver des moyens, en fait, que la discussion ne soit pas fermée, mais qu'elle se poursuive continuellement, en toute logique avec ce que j'ai expliqué sur le dialogisme et la dimension herméneutique que je souhaite développer. Voilà. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. Comment je fais? Voilà. C'est tout bon. C'est bon, je le mets en présentation. Ouais, Ouais, c'est bon là. Voilà. parfait. Donc, je voudrais ajouter un dernier point. Après, je m'arrêterai là.
c'est que cette démarche herméneutique, elle a aussi une visée éthique et politique, puisque performer et interpréter les mots va permettre de les penser, de les complexifier et donc de les charger d'une force symbolique qui va influencer nos choix et nos actions. Dans son essai sur la banalité du mal, Hannah Arendt l'a bien montré quand elle relie en fait l'incapacité de penser et de raisonner du nazi Eichmann pendant son procès au fait qu'il ne s'exprime que par clichés. Et ça me paraît vraiment important de charger en fait les mots et les concepts et de les laisser ouverts au dialogue et à la discussion. François Galichet écrit que la démocratie est une société interprétative ouverte à la polysémie, à l'équivoque, au conflit herméneutique, alors que les régimes autoritaires ou totalitaires sont des sociétés conceptualisantes qui enferment les individus dans des catégories dont ils ne sauraient sortir. Donc s'ouvrir à l'équivocité et à l'étrangeté, sans en faire un obstacle à la compréhension, bien au contraire, elle deviendrait un enjeu démocratique et éthique pour apprendre à se rencontrer, mais même aussi pour développer de nouvelles compréhensions. Donc une pédagogie interculturelle et inclusive, pour être effective, elle nécessite aussi d'accepter et même de désirer d'être dérangée et transformée par l'intrusion d'autres langages qui laissent entrevoir d'autres rapports au monde et d'autres expériences du monde. Donc dans les petits extraits que j'ai mis ici, en fait, vous voyez des phrases qui ont été prononcées par des élèves pendant des ateliers. Et le plus souvent, c'est des expressions qu'on évacue un peu, parce que même si elles ont une charge poétique, elles dérangent les normes morphosyntaxiques du français. Parce qu'en fait, ce sont des résonances des langues premières à l'intérieur du français. Mais ce qui est perçu comme des maladresses et des obstacles à la communication, est-ce qu'on ne pourrait pas voir cela, parfois en tout cas, pas systématiquement, mais dans certains cas, voir ça comme la possibilité d'un enrichissement inespéré? En fait, les UPE2A, par leur caractère extraordinaire, elles pourraient être aussi des laboratoires d'invention et d'innovation. Alors pourquoi pas, dans le premier exemple, ne pas accueillir l'équivoque du verbe sentir et la substantivation de l'adjectif joli, dans si que du joli, tu peux pas sentir. Pourquoi aussi ne pas accueillir également une formulation qui efface la présence de l'attribut dans le bonheur, ce n'est pas toujours. Ou encore renouer avec une langue plus allégorique. Quand on grandit, la mort s'approche. Ou développer notre stock d'expressions idiomatiques pour dire que quand on est amoureux et quand on voit son amoureux, le cœur tremble jusqu'à ta bouche. L'inclusion, dans une perspective interculturelle et éthique, elle implique aussi d'être dérangé et potentiellement transformé soi-même, de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est ce qui la rend compliquée, mais aussi infiniment enrichissante. Donc moi, à titre personnel, je peux dire que depuis ces ateliers, je perçois autrement aussi les mots bonheur, justice, liberté. Ça va résonner différemment parce que je vais les percevoir un petit peu à travers d'autres langues, d'autres histoires, d'autres imaginaires, et que ça a élargi aussi mon horizon intellectuel et sensible. Donc en conclusion, il me semble intéressant de relier les enjeux éthiques et politiques de l'éducation et de la philosophie pour enfants à la créativité langagière. Créativité, qu'elle soit linguistique, graphique, corporelle. Les manières d'ouvrir le monde et de s'y inscrire vont se trouver enrichies par la multiplicité de leurs modalités. Et les limiter à l'expression linguistique, si possible en français, restreint les possibilités de compréhension et de mise en relation et exclut particulièrement les élèves du PE2A. Donc, accueillir d'autres modalités d'expression et des rapports au monde par l'intermédiaire de pratiques philosophiques performatives et interprétatives pourrait, à mon avis, participer à la réalisation d'un projet émancipateur, plus juste et plus inclusif, mais également plus enrichissant pour chacun et chacune grâce au développement d'un dialogue interculturel humaniste qui va à la rencontre de l'altérité dans toute sa complexité, mais aussi son étrangeté. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.
J'étais un peu longue, je le sais. Désolée. Merci Anne-Sophie. Bah, non, vous n'avez pas été trop longue. Les Non. exemples, du coup, étaient. Enfin, je pense que ça a beaucoup plu. En tout cas, il y a eu quelques petites réactions dans le chat pour vous remercier de cette présentation. Alors, je vous donne un petit peu, voilà, en vrac, enfin, pas en vrac, mais dans l'ordre, les questions, enfin, les remarques qu'on a pu trouver dans le chat. Alors, il y a Claire qui était étonnée qui pensait que la langue des signes était universelle et qui pensait pas que du coup, il y avait plusieurs façons de s'exprimer selon les différents pays ou les différentes Mais langues. oui. Pour moi aussi, ça a été une découverte, Claire, hein, il y a quelques années, et ça a été une grande révélation pour moi, et c'est vraiment absolument passionnant. Laïla aussi qui nous dit je suis animatrice philo au Maroc. Quand je fais le nuage de mots, j'ai systématiquement des propositions en arabe et en français. Parfois, des mots en anglais viennent aussi. Voilà. Mmh. Oui, il faut les laisser venir, je pense, hein, c'est formidable, hein, d'avoir cette spontanéité plurilingue en plus. Euh, Claire aussi qui comprenait pas la tortue dans le dessin sur la liberté. Comment ça? Bah, je sais pas. Claire, si vous voulez Oui, moi, prendre la j'ai pas parole, trop compris. Si n'hésitez vous pas. voulez prendre la parole, Claire, hein, Mmh. vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra. Oui, bonjour. Oui, il y avait Bonjour. bonjour dans le dessin c'était sur la liberté, c'est ça. Il y avait une petite tortue en bas du dessin et donc vous avez un peu expliqué ce qu'elle avait voulu mettre avec le personnage, mais la tortue, j'arrive pas à imaginer ce que ça peut représenter. Mais peut-être Ah qu'elle l'a oui, pas dit, hein. symboliquement, pourquoi la tortue? Oui, elle ne l'a pas expliqué, en fait. Moi, j'ai vu ça un peu comme le Jiminy Cricket qui, qui dit: «Attention, faut pas déranger». Mais, pourquoi l'animal? Pourquoi ce choix de l'animal? Je peux pas vous dire. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'une tortue, c'est plutôt discret, donc Ok, c'est merci. intéressant. Mmh. Nathalie qui vous dit bravo pour votre thèse, vos ateliers. Un grand merci pour votre présentation de grande qualité. Votre travail est très inspirant. La charge Merci. poétique des discours des élèves est vraiment émouvante. Ça donne vraiment envie de faire des ateliers avec les élèves allophones, avec votre protocole. Ça a beaucoup de sens. Je mets ma bibliographie, alors je sais que c'est assez illisible, enfin je sais pas si c'est lisible en fait. Moi c'est lisible, c'est petit mais c'est lisible de mon côté, je sais pas si pour vous ça l'est? Oui, elle est un peu petite, mais on arrive. Fred, si tu voulais parler, on n'a pas. Oui, tu n'avais pas ton micro. Non, non, Mmh. non, si, c'est très lisible, ouais. OK. Alors, Heu, ensuite. alors ouais, il y a pas mal de remarques. Vas-y, Nico, hein. Mais Non, non, moi, j'étais je pour réponds prendre. juste à Oui, Leïla et vas-y. à Evelyne, tout ce qu'on a mis dans le chat, on va vous le ré on a mis beaucoup de choses en plus aujourd'hui. On va le récapituler, on vous enverra un fichier, dans vos agendas. Alors, beaucoup de remerciements. Céline, Ouais, mais protocole vraiment intéressant. Merci beaucoup. Il est possible de transférer en classe ordinaire avec les langues de la classe, pardon. Oui. Oui, absolument, ça a déjà été fait et ça a très bien fonctionné. Mmh. Alors la seule Euh, différence peut-être, si pour compléter, c'est que, en classe ordinaire, contrairement aux UPE2A, les élèves ne sont pas sont parfois un petit peu réticents à mettre en valeur leur langue première pour des raisons, souvent de honte, parce que les langues premières ne sont pas forcément valorisées à l'école et donc ça nécessite parfois un travail, hem, de fond avec les enfants et avec les familles pour, qu'il y ait cette autorisation à, laisser, rendre visibles, les langues de la maison à l'école. Donc il y a un travail, hein, à faire, plus globalement sur cette question-là. Mais voilà, du coup, l'introduction des langues des élèves est parfois plus laborieuse, par réticence au départ, donc ça prend un petit peu de temps en classe ordinaire plus qu'en UPE2A. on nous demande aussi, est-ce que ces ateliers ont été expérimentés auprès des familles, les parents d'élèves allophones ou dans des écoles où il y a une grande diversité de langues et de cultures?
Non, ça n'a pas été fait avec des parents, mais je trouve que c'est une excellente idée. Ce serait formidable de le faire. Alors, je ne sais pas dans les autres académies, mais en tout cas, à Aix-Marseille, on a un dispositif qui est l'école, comment on appelle ça? L'école ouverte aux parents. Enfin, en fait, c'est des cours de français qu'on propose après l'école aux parents d'élèves. Et dans ce cadre-là, moi, je trouverais ça formidable de proposer des ateliers de ce type avec des parents plurilingues. Juste sur ça, Anne-Sophie, je viens de répondre là, il y a une remarque à la DSDN de l'Isère, mais nous, sur Toulouse, on présente justement cet après-midi en rebond au webinaire qu'on fait ce matin, un dispositif au EPRE avec les parents sur les sacs à histoire plurilingue. J'ai mis les liens. C'est Ah, génial. au collège Balzac d'Albi. Mm. Ah, il y a pas mal de témoignages là. Mais on va reprendre dans l'ordre. On va donner la parole à Nathalie aussi qui levait la main, mais il y a plein de questions dans le chat, en fait. Alors, enseignante en UPE2A premier degré, j'ai trouvé beaucoup de points communs à notre travail transdisciplinaire artistique, dessin et danse. Hein. Oui, mais je pense qu'en fait, moi, je suis en train dans mon travail d'essayer de développer de plus en plus les médiations artistiques. Donc j'ai déjà participé à un projet artistique l'année dernière autour des langues comme objet migrateur. Bon, c'est pas directement en lien avec les nouvelles pratiques philosophiques, mais en tout cas, je crois que les médiations, heu, multiplier les modalités de médiation pour faire sens, et les médiations artistiques notamment, c'est extrêmement porteur. Alors, l'inquiétude première à lever sera peut-être celle des professeurs à prendre en charge ces temps, avec le sentiment qu'ils auront peut-être qu'ils auront peut-être de ne pas avoir de formation en philosophie. Je sais est-ce que c'est une enseignante qui pose la question? Parce qu'elle disait que c'était un point un souci à lever, mais en formation, du coup, ce serait dans le cadre de formation à donner aux enseignants ou ce serait je sais pas. Alors, je ne sais pas si vous Alors, voulez prendre la parole, c'était Oui, oui, Rochard. oui, bonjour. Donc, Hélène Rochard, en bonjour. fait, je suis responsable en fait du CASNAF de Bordeaux. Ah Donc, je vous voilà. remercie beaucoup pour Mmh. votre présentation que je trouve très nourrissante, comme les collègues qui ont réagi dans le chat. Et je me disais Merci. que la première peur, en fait, ça sera est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai assez d'arrière-plan philosophique pour pouvoir nourrir un atelier comme celui-ci? Voilà, c'est Mmh. l'inquiétude que j'avais, donc effectivement, qui après implique des conséquences en termes de formation des personnes. Et je me demandais si au cours de vos expériences et de vos recherches, vous incluiez, enfin, il y avait une dimension formation en philosophie ou si on va dire, il vous semblait que sans forcément avoir une formation sur quelques bases philosophiques, les enseignants pouvaient se sentaient légitimes à prendre en charge en fait ces temps-là. Alors en fait, c'est une formation en pratique philosophique. Évidemment, il faut préparer les thèmes qu'on va aborder avec les enfants pour pouvoir, étayer, les propos. Moi, j'ai fait dans ma recherche, il y a eu un axe recherche-action formation. J'ai fait un partenariat justement avec le CASNAF d'Aix-Marseille qui a été formidable et qui m'a permis de me mettre en lien avec une dizaine d'enseignants, du PE2A de l'académie et en fait, parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi une méconnaissance de ce que c'est qu'un atelier philo, et alors évidemment, on ne peut pas, se lancer comme ça. Moi, j'ai pris un temps, de formation très important et j'ai fait des erreurs au début. Donc je me suis formée avec Sève, bon, j'ai beaucoup lu, j'ai observé des ateliers en classe ordinaire, j'ai voulu reproduire, j'ai modifié aussi mes manières de préparer les ateliers. Heu, je crois que la posture, elle est essentielle. C'est vraiment là-dessus, moi, que j'ai insisté, dans les actions de sensibilisation que j'ai faites avec avec les enseignants de FLS. Évidemment, c'est trop peu, il faudrait un temps de formation plus important. Néanmoins, je pense que justement, moi, ce que j'essaie de proposer dans cet exposé, c'est un protocole, qui puisse être un support aidant, pour ensuite, enrichir la pratique, mais qui permet quand même certains garde-fous pour éviter l'ethnocentrisme, pour rester ouvert aux interprétations des élèves, puisqu'il y a quand même un enjeu de libération de la parole dans ces classes qui est très, très important. Heu, donc moi, je pense que le mieux, ce serait quand même d'expérimenter la chose
à plusieurs. Parce que moi, je suis allée dans les classes, donc j'étais pendant ma recherche-action. Donc à la fois, moi, je discutais de ce que je proposais avec les enseignants et je leur donnais des conseils en même temps. Donc c'était vraiment un dialogue aussi entre nous sur comment on fait dans ces classes, puisque c'est assez expérimental en UPE2 ça. Donc moi, je me posais aussi encore beaucoup de questions. Donc travailler en communauté de recherche, hein, encore une fois, c'est quand même la meilleure des solutions. Donc au CASNAV, moi, il m'avait permis de le faire en mettant en place un groupe de travail. Donc ça, ce serait vraiment idéal si vous avez la possibilité de le faire, d'avoir un groupe de travail avec des enseignants de FLS volontaires qui veulent expérimenter ça avec des temps d'échange et de travail entre eux pour débriefer en fait sur leur pratique. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'idée du groupe de travail aussi. On a aussi une remarque de Marie-Laure qui a trouvé très intéressant votre intervention, qui accompagne aussi des projets e-twinning. E-twinning sont des partenariats avec différentes écoles voilà, dans le monde. Donc du coup, oui, par rapport notamment, elle trouve intéressant votre critique du comparatisme qui l'intéresse, mais aussi la perturbe. Je ne suis pas sûr de comprendre comment aller au-delà de ça dans la pratique. Alors justement, moi, ce que je défends, c'est le principe de l'universel singulier. C'est vraiment ça, pour moi, le socle d'une pédagogie interculturelle non culturaliste. C'est-à-dire ne pas partir des différences, mais partir d'une notion qui nous relie et qui va faire émerger des manières de sentir, de raconter, de penser différentes et qui vont être proposées par les élèves eux-mêmes, sans chercher à plaquer et des caractéristiques culturelles souvent tout à fait artificielles et problématiques. D'autant plus quand on travaille avec des adolescents qui sont en pleine construction identitaire, il faut être très, très, très vigilant à ça. C'est pour ça que j'ai pris un temps important pour en parler. Donc s'il y a un truc à retenir, moi je dirais vraiment dans ce contexte-là, pour le dialogue interculturel, c'est l'universel singulier, partir de ce qui nous relie. Là, on parle je pense que le concept philosophique, c'est l'universel singulier par excellence, mais quand on fait quand on a des séquences pédagogiques qui sont souvent thématiques, on peut très bien le faire à partir du sport, par exemple, ou d'autres sujets. Et cette démarche-là va permettre d'ouvrir vers de la complexité. Et ça, c'est très important, et de ne pas fermer. On a aussi une remarque d'Evelyne. Ce travail et cette recherche illustrent les propos de Delphine Horviller, qui nous faisait remarquer qu'en arabe et en hébreu, le verbe être ne se conjugue jamais au présent, mais seulement au passé ou au futur. Merci énormément pour cette présentation. Oui, Oui, et merci. juste avant, Nico, notre collègue Perrine qui précise que la tortue est Ah oui, associée dans oui, tout plusieurs à fait. cultures à la notion de sagesse. Merci, Perrine. Merci Alors, Perrine. on a aussi Mélissa qui vous demande s'il est possible de vous inviter dans un établissement pour animer un atelier avec des élèves allophones. Où ça se trouve? Oui, voilà, Mélissa, faudrait peut-être préciser où vous êtes. Je ne sais pas si Mélissa est encore là. Vous Pourquoi pas, pourrez je le remets préciser dans le chat. Si, excusez-moi, je suis là, j'étais en train d'écrire dans le Oui. chat. Je suis à Toulouse, au lycée Berthelot, et tous les ans, nous organisons ce qu'on appelle une fête de la citoyenneté. Et on organise tous les élèves du lycée, hein, de la seconde jusqu'au BTS, se sont répartis dans des différents types d'ateliers en tout genre, qui interrogent toutes sortes de problématiques, enfin de questions liées à la citoyenneté. Et donc, on fait venir des intervenants, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et par ailleurs, dans notre lycée, on a créé un dispositif tremplin pour aider les élèves allophones. On n'a pas d'UPE2A parce qu'on n'a pas l'argent. On a très peu de fonds, mais on essaie de faire le plus d'avoir des initiatives pour ces élèves, pour les accueillir. Donc, un atelier tel que le vôtre, ça serait vraiment extraordinaire lors d'une journée comme ça, parce qu'on leur fait déjà faire des projets web radio, parce que je vais leur faire visiter Toulouse, parce qu'on fait ce qu'on peut, voilà, pour qu'ils sachent qu'ils sont accueillis et qu'on n'est pas indifférent à leurs différences, justement, et à leurs besoins particuliers. C'est super ce que vous faites. Écoutez, écrivez-moi, j'ai mis mon adresse mail Ah oui. là.
Oui, je vois, sur la merci. Ben, page La Internet. note, c'est je vous très la gentil. transférerai, Mélissa. Moi aussi, je suis à Toulouse, donc je vous transférerai l'adresse d'Anne-Sophie. Ok, merci Frédéric. Alors, une remarque aussi de Nathalie qui nous dit qu'en UPE2A premier degré, dans notre école à Haute-Rive, nous avions déposé un projet Innovatech pour mettre en valeur la médiation création. C'est vraiment possible, aussi avec des petits élèves, souligne-t-elle. Absolument. Euh, Alors, juste après, il y a Nathalie aussi qui demande si on peut avoir des précisions sur Wakelet. Oui. Alors, je peux vous remontrer le site. C'est très simple, hein. C'est très simple d'utilisation. Hop. Voilà, on est rentré dans une connexion. Mais en fait, quand, enfin, il faut créer un compte, là, vous voyez ma tête, là, en haut à gauche. Donc c'est mon compte et après je peux créer des collections. Donc là, imaginons, je crée, une nouvelle collection. Donc là, je peux donner un titre, je sais pas, on va mettre test. Là. Je peux rajouter une image, et cetera. Bon et à partir de là, je peux ajouter des documents dans la collection. Donc je peux ajouter ici un URL, une image, du texte, un PDF et j'ai même la possibilité d'ajouter une vidéo YouTube ou faire une vidéo en direct avec l'outil, Wakelet pour l'ajouter dans l'espace. Donc moi, je peux le faire directement puisque c'est moi qui ai créé l'espace, mais je peux partager, cet espace avec d'autres et leur permettre de faire la même chose. Donc si je clique sur, partager, voilà, il suffit ensuite de copier le lien. Voilà, donc là, je permets de publier et de partager. Je copie le lien et il suffit que je le transmette et la personne va avoir accès à cet espace et va pouvoir ajouter du contenu. Voilà. Je ne sais pas si je peux ajouter d'autres choses. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc une fois qu'on a des collections, on peut, liker aussi les collections. Alors, on peut pas encore mettre de commentaires, ça c'est un petit peu dommage. C'est pas comme Padlet, mais Padlet c'est devenu un outil, payant. Mais ils sont en train d'améliorer de plus en plus la plateforme et il y a de plus en plus de possibilités. Donc, voilà. Super. Une remarque de Marianne. Bravo pour votre présentation. Chargée de projet sur l'apprentissage du français pour les adultes migrants. Je pense faire un retour aux intervenants sur votre protocole afin qu'ils puissent s'en saisir. Si vous voulez prendre la parole, Marianne, parce que elle m'a écrit Marianne hier et je sais qu'elle fait partie de la CIMAD. Donc, si vous voulez prendre la parole, la CIMAD qui intervient, là, je parlais du dispositif OEPRE qu'on propose enfin, au collège Balzac d'Albi. Et juste après, il y a la CIMAD qui présente à Toulouse le kit Comprendre les migrations. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir, Marianne. Oui, bonjour, je suis là donc et merci beaucoup pour votre présentation et c'est vrai que par rapport, aux ateliers d'apprentissage du français que développe la CIMAD, donc pour les adultes, pas pour les adolescents, je trouve que ce protocole est très intéressant, voilà, intégrer évidemment l'interculturel dans tout ce qui est, apprentissage du français, c'est essentiel. J'ai moi-même été formée du coup à la psychologie interculturelle donc j'étais ravie de voir que vous intégriez, ceci, à vos ateliers, quoi, au protocole. Voilà, non, mais merci beaucoup pour cette présentation et donc je vais essayer de présenter, ce protocole et les différents, références là que vous nous avez, transmises et voilà, peut-être que ça sera dans le cadre surtout d'ateliers de conversation où c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à animer ces ateliers et avec votre protocole, c'est vrai qu'il y a pas mal de garde-fous et de cadres qui permettent, la discussion et de pas, comme vous disiez, empiler les différences, mais plutôt, être dans la créativité et le partage. Voilà, donc merci beaucoup
Merci à vous pour votre retour. Et puis, oui, bien sûr, hein, c'est fait pour circuler. Donc, moi, je suis ravie si le protocole y vit. Complètement. Et nous, on est là pour le présenter. Mm. Et vous l'avez bien montré, Anne-Sophie, dès le début, effectivement, avec l'exemple de la cuisine. Amandine, qui vous remercie aussi, qui demande combien d'élèves en moyenne ou d'enfants dans les ateliers, et quel outil utilisez-vous pour enregistrer la parole des élèves? Alors, j'utilise un magnétophone que j'ai utilisé pendant toute ma thèse, qui est très bien, et qui est un lecteur-enregistreur avec, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des micros en fait au bout qui sont très puissants et qui permet un bon enregistrement même dans du brouhaha, hein, on distingue bien les paroles, donc j'utilise ça. Et l'autre question, ah oui, c'était le nombre de participants ça dépendait des groupes. Le minimum, je pense que c'est 5-6 parce qu'en deçà, le dialogisme, il est un peu limité et puis les rapports, de pouvoir avec l'enseignant sont un peu trop importants. Par contre, moi, je suis allée jusqu'à 20-25 au niveau des effectifs. OK, je saute quelques remerciements encore, hein, des évocations du DU, avec Edwige à Nantes et à l'INSPE du Mans. Par contre, là, c'est intéressant, Delphine qui Ouais. nous dit: «Je pratique les débats depuis des années en primaire, classe ordinaire ou en UPE2A. Il faut accepter le mutisme des élèves lors des débats. Ils ne sont jamais inactifs. La pratique du débat permet une réflexion intense, malgré la non-participation orale d'un élève». Et c'est vrai qu'on revient Mmh. des rencontres internationales à Paris, à l'UNESCO, sur la philosophie avec les enfants. Il y avait tout un atelier justement sur le silence dans les ateliers. Donc, si Oui, vous voulez rebondir, ça Anne-Sophie. c'est très important et c'est très juste. Il faut aussi garder en tête que, dans la culture éducative occidentalo-centrée, la participation orale est un gage d'implication, dans l'apprentissage. Ce qui n'est pas du tout le cas dans énormément de pays. Dans énormément de pays, on doit se taire à l'école. Au contraire, prendre la parole peut être très mal vu. Donc il y a aussi comment dire? Un apprentissage de la culture éducative pour ces jeunes qui parfois ont baigné dans un environnement où on ne leur donnait pas la parole et où la prise de parole pouvait même être mal vue. Donc il faut laisser le temps. Et effectivement, c'est tout à fait vrai, hein. Moi, il y a des jeunes qui ont pris la parole parfois au tout dernier atelier, alors qu'évidemment on essayait de leur donner régulièrement. Parce qu'ils se disaient: «Bon, c'est le dernier moment où je peux le faire», mais qui étaient à fond. Et justement, moi, j'avais distribué pendant ma thèse des petits questionnaires de feedback et on se rendait compte parfois que même les plus silencieux étaient ceux pour qui ça avançait le plus dans la tête, hein, puisqu'ils avaient une réflexion, en fait, très avancée. Mais ils le laissaient entreapercevoir par écrit, mais à l'oral, ça restait compliqué. Une question de notre collègue Marie-Laure qui demande: «Existe-t-il une pratique des débats philo dans les autres pays européens à votre connaissance?» Oui, Marie-Laure, il faut aller voir notre Geniali, hein, parce que oui, il y a une pratique, dans beaucoup de pays européens et notamment nos collègues francophones, belges et suisses, mais pas que. Sur le Geniali, qu'on vous a mis dans le lien, on a recensé avec Nicolas, voilà, au-delà de la francophonie, hein, des sites anglophones, des sites en Roumanie, et puis, la chaire UNESCO représente justement, plus de 90 pays, je crois, sur les 193. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, quelque chose, Anne-Sophie? Non, non, vous avez répondu. Enfin, voilà, mais en tout cas, il y a Mmh. beaucoup de ressources. Allez, n'hésitez pas à aller voir le Geniali, ou la chaire UNESCO directement, donc, je crois qu'on est bon, On est donc bon sur et 58. pour une fois, on est dans les temps. Donc voilà, bah, si vous n'avez pas de questions, enfin, on va peut-être s'arrêter là. N'hésitez pas à nous écrire avec Nicolas, si vous avez encore des questions, pour Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est vrai, c'était vraiment, super, hein, c'était vraiment très, très riche Merci. et engagé. On a mis énormément de choses dans le chat, je ne sais pas si vous avez eu accès, Anne-Sophie. Non, je ne On vois a pas essayé le de chat, c'est bizarre.
On On mettra fera les... un récapitulatif parce qu'on a rebondi Mmh. sur tout ce que vous citiez. Alors, pas tout, mais beaucoup de choses. Et c'est Oui, vrai que il y a des choses qu'on avait déjà citées avec d'autres, Mmh. mais avec d'autres intervenants, d'autres experts. Mais là, c'était tellement riche que voilà, on enverra aussi le récapitulatif de ces références dans le chat. Et puis pour les gens qui en auraient besoin, nous, on a des cytographies, des bibliographies, là, j'ai mis un peu des liens vers des jeux, vers des sites de traduction. Mais voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous écrire. On a tout ça qui est prêt et oui. qu'on peut facilement vous transférer. Après, nous, on essaie d'enrichir aussi la bibliographie et la cytographie du Geniali avec les apports de tous les intervenants. Alors, on ne le fait pas toujours régulièrement, on n'arrive pas toujours à le suivre de manière régulière, mais on essaie de le mettre à jour aussi. Et vous retrouverez aussi l'enregistrement donc, de cette session sur le Geniali, sur la page d'Anne-Sophie Caillé. Bah, merci beaucoup de m'avoir accueillie aujourd'hui. Merci pour cette organisation vraiment impeccable et puis merci beaucoup aux personnes présentes pour leurs réactions, pour leurs questions et puis, je reste à votre disposition par mail s'il y a d'autres questions. Ouais, ben, on Merci vous beaucoup, remercie Anne-Sophie. infiniment, Anne-Sophie. Merci à Merci à tout vous. le monde. Et il y a encore une session avant les vacances avec Charlie Renard Le 14 le décembre 14 de décembre. 14h à 16h. N'hésitez pas, c'est vraiment passionnant. C'est Et ce sera sur comment la pratique ouais. en fait de l'oral dans ces ateliers en maternelle a influé sur l'élaboration de ces cours avec ses élèves en terminale au Havre. Donc c'est vraiment passionnant. Merci à Voilà. vous, bonne journée. Bonne journée, bon appétit et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Anne-Sophie, à bientôt.